Mes chers Tanzaniens, c'est avec une grande douleur dans mon cœur que je parle de ce qui se passe dans notre pays. J'ai beaucoup réfléchi jusqu'à en arriver à la conclusion qu'un très grand danger se dresse devant nous en tant que nation. Pendant des années, la Tanzanie a été perçue comme le géant calme de l'Afrique de l'Est. Armée disciplinée, politique prévisible et pas de coup d'État. Mais cette illusion s'est brisée début octobre 2025 lorsqu'un officier de l'armée en service a regardé droit dans une caméra et a dit ce que personne n'osait. Notre pays est en train d'être volé. Cet officier était le capitaine John Charles Téché, et sa diffusion en direct n'a pas seulement remis en question l'autorité, elle a menacé de la renverser. Ce qui a suivi fut une panique nationale, une course effrénée des élites, et une question continentale. Quand le système pourrit de l'intérieur, qui a le droit de le nettoyer? Le peuple ou les soldats? C'est ce que nous allons découvrir. Tout a commencé comme un défilement ordinaire le week-end sur les réseaux sociaux. Puis, le calme tanzanien s'est fissuré. Dans la pénombre d'un bureau à domicile, un homme en uniforme olive impeccable a regardé droit dans la caméra et a fait ce que peu d'Africains en uniforme ont osé. Il a déclaré la guerre, non pas à un ennemi étranger, mais à son propre gouvernement. Cet homme était le capitaine John Charles Téché, un officier en service et instructeur en armement au sein de la Force de défense du peuple tanzanien, TPDF. Son direct n'était pas une diatribe, mais un acte calculé. 42 minutes de fureur, de raison et de révélation diffusées en direct sur YouTube, TikTok et Instagram, envoyant des ondes de choc dans tous les couloirs du pouvoir, de Dar es Salaam à Dodoma. La diffusion de Téché s'est déroulée comme un manifeste enveloppé dans une confession. Il a accusé le parti au pouvoir de piller les ressources nationales, de réduire au silence la dissidence, et de transformer le patriotisme en théâtre pendant que les citoyens ordinaires s'enfonçaient dans la pauvreté. Chaque phrase touchait la corde sensible. Ministères mis aux enchères pour des hommes d'affaires, institutions électorales capturées par des cartels, et l'armée utilisée pour protéger des voleurs au lieu de la République. Il a parlé lentement, délibérément, avec le calme d'un homme qui connaissait déjà les conséquences. En quelques minutes, ses paroles se sont propagées comme une traînée de poudre. Les TikTokers tanzaniens ont partagé ces avertissements, les YouTubers ont republié des fragments, et les cercles politiques africains sur Twitter se sont enflammés. Mais à l'intérieur de la Tanzanie, l'ambiance était tout sauf numérique. La sécurité d'État s'est activée. Selon de multiples sources internes, de hauts responsables du CCM ont reçu des messages chiffrés marqués, menaces urgentes pour la stabilité de l'État. Les bases militaires ont été discrètement mises en état d'alerte, et les téléphones des soldats confisqués. À l'aube, les censeurs gouvernementaux supprimaient déjà les vidéos, mais il était trop tard. Une fois que la vérité s'échappe en ligne, elle ne peut être effacée, seulement poursuivie. Les clips avaient atteint Nairobi, Johannesburg, Accra, et même la diaspora tanzanienne à Londres et Toronto, qui a commencé à organiser des discussions impromptues sur Twitter pour déterminer si le pays était au bord d'un coup d'État ou d'un réveil. Simultanément, le gouvernement tanzanien est resté étrangement silencieux. Le ministère de la Défense a publié une courte déclaration sur la discipline au sein des rangs, évitant soigneusement de nommer Téché. Le diffuseur d'État TBC a rediffusé des images de la présidente Samia Suluhu Hassan inaugurant un projet routier, signe de normalité dans un moment qui était tout sauf normal. Mais le silence en politique est souvent plus bruyant que le déni. Il a envoyé un message au public. Le régime ne savait pas encore à quel point la fissure était profonde. Dans les marchés et aux arrêts de taxi, les gens chuchotaient. Si un officier peut dire cela, a confié un commerçant à un journaliste en privé, alors la maladie doit être réelle. Les analystes des chaînes régionales ont commencé à parler du tournant de la Tanzanie. Pendant des décennies, le pays s'est enorgueilli de son calme. Pas de coup d'État, pas de soulèvement, une réputation bâtie sur l'héritage discipliné de Nyerere. Aujourd'hui, cette même discipline était remise en question depuis l'intérieur de ses propres casernes. Mais voici ce qui a rendu ce moment historique. Téché ne menaçait pas le chaos, il le prédisait. Il a averti que si l'armée continuait à faire semblant de ne pas voir la pourriture, l'effondrement viendrait non pas comme une rébellion, mais comme une rupture. Et cette distinction entre révolte et déclin a effrayé l'élite plus que n'importe quelle arme. Néanmoins, une question restait sans réponse. Qu'est-ce qui pousse un officier loyal à jeter sa carrière, sa sécurité, et peut-être sa vie dans un brasier public? Était-ce un courage spontané ou le symptôme de quelque chose de plus profond se propageant tranquillement, au sein des forces armées elles-mêmes? Ceux qui ont servi à ses côtés décrivent Téché comme le genre d'officier qui n'élevait jamais la voix, un stratège, pas un cabotin. Né dans la région d'Arusha à la fin des années 1980, formé à l'Académie militaire de Monduli,
Il s'est bâti une réputation de précision et de retenue. On lui faisait confiance pour former les recrues au maniement des armes et au commandement tactique, un poste qui exige à la fois loyauté et logique. Pourtant, la loyauté signifiait autre chose pour lui. Non pas une obéissance aveugle, mais la défense de l'honneur de la République. Et c'est exactement ce qu'il croyait perdu. Des initiés affirment que Téché était de plus en plus frustré depuis 2 ans. Dans les casernes, les jeunes officiers se plaignaient que les promotions favorisaient les relations politiques plutôt que le mérite. Des scandales de passation de marchés éclaboussaient le secteur de la défense. Les uniformes, les véhicules et même les rations étaient surfacturés via des sociétés écrans liées aux fidèles du parti. Pour un homme qui avait juré de servir son pays, ce n'était pas seulement de la mauvaise gestion, c'était une trahison. Mais le point de rupture de Téché, selon ses collègues, ses notes, croit-on aujourd'hui, sont devenues la base de son discours. Pourtant, ce qui distingue l'histoire de Téché d'un récit de dénonciation de routine, c'est son choix de plateforme. En Tanzanie, les soldats ne font pas de direct sur les réseaux sociaux. Ils disparaissent derrière des portes closes. La décision de Téché de parler publiquement, sans filtre et seul, signale non pas de l'imprudence, mais un calcul. Il savait qu'une fois qu'il aurait parlé, le système ne pourrait pas le faire disparaître discrètement. Le tuer après une vidéo virale serait une preuve, pas une punition. D'une certaine manière, son direct n'était pas seulement un message, c'était une armure. Ce qui rend sa rébellion si politiquement chargée est son ton moral. Il n'a jamais appelé à la violence, il a appelé à l'éveil. Quand le soldat voit le paysan mourir de faim et l'enseignant impayé, a-t-il dit, et qu'il continue de garder la porte du corrompu, il a déjà trahi son drapeau. Ces mots ont résonné comme un sermon, non comme un ordre. Aux jeunes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'armée, Téché a sonné moins comme un mutin que comme un patriote exigeant la responsabilité d'un système qui refuse d'écouter. Et le moment n'aurait pas pu être plus symbolique. La Tanzanie se dirige vers l'une de ses élections les plus contestées depuis des décennies, avec des rassemblements de l'opposition restreints, des journalistes harcelés et une confiance publique au plus bas historique. L'éclat de Téché n'a pas émergé du chaos, il a éclaté de la suffocation. Sa voix est devenue l'expression de milliers de personnes qui se sentaient réduites au silence, des soldats lassés de l'hypocrisie aux civils fatigués de voir l'espoir se rétrécir derrière les postes de contrôle de sécurité. Mais même un appel à la justice peut porter des échos dangereux. Quand un homme en uniforme dit la vérité au pouvoir, la question devient, parle-t-il toujours en tant que citoyen ou en tant que soldat se préparant à agir? C'est le dilemme qui hante actuellement la direction tanzanienne. Parce que l'histoire de Téché n'est pas seulement celle d'un homme défiant ses commandants, c'est celle d'une nation qui se demande combien de temps l'obéissance doit durer quand la justice disparaît. Prenons un instant pour remercier la communauté de la Une où les voix, les histoires et les héritages sont préservés et amplifiés. En devenant membre, vous ne faites pas que soutenir la chaîne, vous participez à un puissant mouvement. Continuons. Pour comprendre pourquoi les mots du capitaine Téché ont frappé la Tanzanie comme le tonnerre, il faut comprendre la forteresse qu'il visait, le Chama Cha Mapinduzi, CCM. Pendant près d'un demi-siècle, ce parti a été plus qu'une institution politique. Il a été la colonne vertébrale de l'État tanzanien. De la salle de classe au cabinet, l'ombre du CCM s'étend sur tout. Mais comme toutes les puissances de longue date, la forteresse finit par cesser de défendre le peuple pour se défendre elle-même. Fondé en 1977 sous les idéaux de Julius Nyerere, le CCM promettait l'égalité, l'unité et l'autonomie. Il a bâti sa légitimité non seulement sur les élections, mais aussi sur une autorité morale, affirmant qu'il représentait l'esprit d'Uru, la lutte pour la liberté. Pendant des décennies, ce capital moral a protégé d'un réel examen. Pourtant, quelque part en cours de route, la révolution a tranquillement changé de main. Le CCM est devenu ce que tout mouvement de libération craint de devenir, un gardien de l'histoire plutôt qu'un bâtisseur. Sous Jakaya Kikwete, les premières fissures visibles sont apparues. La politique et les affaires sont devenues jumelles. Le langage du service a cédé la place à celui des contrats, des honoraires de consultants et des comptes offshore. Les mêmes politiciens qui parlaient de socialisme siégeaient au conseil d'administration de conglomérats privés. Les mêmes slogans sur l'égalité résonnaient lors de banquets, à milliards de shillings. Chaque scandale, l'affaire Richemont, le volt-État escroc, la fraude EPA s'est soldée par des excuses mais sans responsabilité. Le modèle était clair. Le parti punissait l'embarras, pas la corruption. Puis vint John Pombe Magufuli, qui, pendant un bref moment électrisant, a tourné la roue dans l'autre sens. Sa présidence, 2015 à 2021, a ravivé la foi que la Tanzanie pouvait encore définir son destin.
Il a nationalisé des industries, réduit le gaspillage étranger et renvoyé des ministres complaisants à la télévision en direct. Pour le peuple, il n'était pas parfait, mais il était réel, le premier dirigeant depuis des années qui semblait plus intéressé par la justice que par les applaudissements. Pourtant, sa mort en 2021 a rouvert la voie de la continuité. Sous Samia Suluhu Hassan, la Tanzanie est revenue à ce que les analystes appellent la zone de confort des donateurs. Stabilité restaurée, dissidence adoucie, investisseurs étrangers rassurés. C'était la paix, mais une paix avec un prix. À l'intérieur du CCM, le changement était visible. Les réformateurs ont perdu du terrain. Les anciens réseaux ont refait surface, fortifiés par des intérêts commerciaux. L'élite dirigeante a commencé à parler davantage de confiance des investisseurs que de bien-être des citoyens. Même les politiques autrefois considérées comme sacrées, telles que la souveraineté sur les ressources et la protection industrielle, ont été discrètement diluées en faveur du capital étranger. Ce n'était pas le chaos, c'était la calibration. Et c'est paradoxalement ce qui effrayait le plus des gens comme Téché, un retour à la normalité qui ressemblait à une trahison. Le CCM avait perfectionné l'art de survivre à chaque tempête en changeant de ton, pas de comportement. Mais cette stratégie de survie a désormais un coût. Le monopole du pouvoir du parti a créé une illusion de permanence. Mais en dessous, la confiance s'érode. Lorsque les élections sont prévisibles, les partis d'opposition marginalisés et les voix civiques étouffées, la frustration migre vers la seule institution qui ne peut être facilement réduite au silence, l'armée. L'éclat de Téché n'était pas une attaque de l'extérieur du système, c'était l'écho du mécontentement de l'intérieur des murs de l'État. Et c'est là que réside le paradoxe tanzanien. Le gouvernement insiste sur la stabilité, mais ses méthodes engendrent une rébellion silencieuse. Plus il resserre son emprise, plus les fissures apparaissent entre ceux qui gouvernent et ceux qui gardent. La question n'est plus de savoir si le CCM peut maintenir l'ordre, mais si cet ordre appartient toujours au peuple ou s'il sert simplement ceux qui prétendent le représenter. Parce que lorsque la légitimité politique dépend du contrôle plutôt que du consentement, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un à l'intérieur du système cesse d'obéir et commence à parler. Ce moment est arrivé. Et pour comprendre son véritable danger, nous devons maintenant nous aventurer dans l'ombre. Téché a exposé l'État. Sous le gouvernement visible se trouve une autre structure, plus ancienne. Un réseau de responsables du renseignement, de généraux à la retraite, de consultants en sécurité et d'hommes d'affaires dont le pouvoir ne provient pas des urnes, mais de réseaux de loyauté construits sur des décennies. Ce sont les véritables gardiens de la continuité, la raison pour laquelle la politique tanzanienne reste stable même si sa démocratie devient fragile. Leur influence est subtile mais omniprésente. Ils décident qui dirige la police, qui préside la commission électorale et qui reçoit le prochain grand contrat d'infrastructure. Ils décident quels journalistes sont trop bruyants, quels membres de l'opposition font face à des audits fiscaux et quels scandales de corruption disparaissent tranquillement des gros titres. Leur autorité prospère dans l'opacité, non pas en réécrivant les lois, mais en décidant lesquelles sont appliquées et lesquelles sont ignorées. Pour les citoyens ordinaires, ce système semble invisible, mais pour ceux qui y travaillent, c'est une chaîne de commandement parallèle, qui survit au président et aux politiques. Même lorsque les dirigeants changent, la République cachée reste intacte. Les slogans de réforme peuvent différer, mais les gardiens silencieux du privilège ne perdent jamais leur place à la table. C'est pourquoi les mots de Téché étaient si dangereux. Il n'a pas seulement critiqué le parti au pouvoir, il a identifié la main même qui le maintient en vie. Les rapports sur les droits de l'homme ont longtemps fait allusion à cette machinerie. Les disparitions de journalistes, le harcèlement des activistes et l'intimidation des dirigeants de l'opposition ne sont pas des actes de répression aléatoires. Ce sont des opérations de contrôle, des signaux délibérés à ceux qui osent défier les règles non écrites. Les groupes de la société civile, lorsqu'ils tirent la sonnette d'alarme, sont accusés de politiser la sécurité. Pourtant, l'ironie est claire, c'est l'État lui-même qui a été politisé. Ce qui rend ce système résilient est sa sophistication. L'État profond n'agit pas toujours par la force brute, il utilise la bureaucratie, la procédure et la lassitude. Les enquêtes sont retardées jusqu'à ce qu'elles meurent d'ennui. Les lanceurs d'alerte sont transférés dans des régions éloignées. Les juges subissent des pressions par le biais des budgets, pas des balles. Le contrôle est propre, presque administratif, mais le résultat est le même, le silence. Et c'est ce silence que Téché a brisé. Lorsqu'il est devenu public, il n'a pas seulement exposé la corruption, il a exposé la peur elle-même. Parce qu'une fois que les gens commencent à nommer ce qu'on leur a appris à craindre, cette peur perd de son pouvoir. C'est ce qui rend ce moment plus menaçant pour l'établissement que n'importe quelle manifestation de rue. Ce n'est pas une rébellion d'en bas,
c'est un éveil de l'intérieur. Le problème de l'état profond n'est plus le discours de Téché, c'est ce qui vient après. Une fois que la vérité échappe au mur du secret, elle ne disparaît pas, elle mute. D'autres à l'intérieur du système commencent à remettre en question les ordres, à se demander combien de temps le jeu peut durer. C'est pourquoi, selon des initiés, des purges ont déjà commencé discrètement au sein de certaines unités de sécurité. Non par confiance, mais par panique. Mais ce n'est plus seulement le dilemme de la Tanzanie. À travers l'Afrique, les nations construites sur des héritages de libération sont confrontées au même paradoxe. Des systèmes qui promettent la stabilité tout en étouffant le changement. L'avertissement de Téché résonne au-delà des frontières car il touche à quelque chose de continental. Le conflit entre le contrôle et la liberté qui définit la lutte moderne de l'Afrique pour la souveraineté. Et cela nous amène à la question finale, celle qui décidera si l'éclat de Téché devient un scandale passager ou un tournant dans la politique africaine. Lorsque les gouvernements perdent leur autorité morale, qui restaure la République? Le peuple ou les soldats? Lorsque le capitaine Téché a demandé à la nation de rétablir l'ordre avant l'effondrement, il n'a pas seulement parlé à la Tanzanie, il a parlé à un continent aux prises avec la même maladie, le pouvoir sans responsabilité. La question qui hante désormais la politique africaine n'est pas de savoir si les coups d'État sont justifiés, mais pourquoi tant de citoyens commencent à les considérer comme la seule forme de justice restante. Au cours des 5 dernières années seulement, l'Afrique a été témoin d'une vague de soulèvements militaires, du Sahel à la Corne de l'Afrique. Le Burkina Faso, le Niger, le Mali et la Guinée ont tous remplacé des régimes discrédités par des soldats qui affirment agir pour défendre la souveraineté, non l'ambition. Et que l'Occident l'accepte ou non, les foules acclamant à Ouagadougou, Bamako ou Niamey ne célébraient pas le militarisme, elles célébraient l'émancipation. Ce que révèle l'éclat du capitaine Téché, c'est que le même sentiment, la même lassitude face à la corruption déguisée en stabilité, couve maintenant tranquillement en Afrique de l'Est également. La Tanzanie, longtemps considérée comme un bastion du calme, a atteint un carrefour moral. Pendant des années, la classe dirigeante a assimilé la paix à l'obéissance. Mais la vraie paix ne peut grandir dans un jardin de peur. Les fissures exposées par Téché montrent que la discipline sans justice devient une dictature en uniforme. Pourtant, ce qu'il a articulé n'était pas un désir de pouvoir, c'était un avertissement. Lorsque les gouvernements oublient qui ils servent, les soldats qui ont juré de les protéger commencent à se souvenir de qui ils servent à la place. Mais le défi de l'Afrique n'est pas seulement d'exposer l'injustice, c'est de la réformer avant que la révolte ne devienne le seul langage qui reste. Le danger du silence est qu'il radicalise les hommes. À travers l'Afrique, de jeunes officiers, étudiants et travailleurs observent la Tanzanie, non pas parce qu'ils veulent un autre coup d'État, mais parce qu'ils aspirent à la responsabilité, celle qui ne peut être négociée lors de conférences financées par des donateurs ou de briefings de presse étrangers. Ils observent pour voir si une nation brisera enfin le modèle de déni qui a transformé l'indépendance en héritage. Et c'est là que réside le véritable poids de l'acte de Téché. Il a forcé l'Afrique à faire face à sa question la plus inconfortable. Lorsque les protecteurs d'une nation se lèvent contre ses dirigeants, est-ce une mutinerie ou une rédemption? Ce débat ne fait que commencer. Et quelle que soit la réponse choisie par la Tanzanie, elle résonnera bien au-delà de ses frontières, dans chaque capitale où le pouvoir se confond encore avec la légitimité, et dans chaque caserne où la loyauté commence à ressembler à du silence.